Bonsoir et bienvenue à l'ACB. Avant de donner la parole à M. Omar Amourit pour sa conférence, et bien toujours de le rappeler d'éteindre les portables et de les rallumer à la fin de la séance, si vous voulez. On dit souvent ça parce que la conférence est bien filmée et publiée sur le site de l'ACB. Et aussi, avant de commencer la conférence, je vous donne quelques dates, 4 dates de l'ACB. Une exposition d'aquarelle du groupe Garance qui dure presque un mois, du 26 novembre au 21 décembre 2018. Mercredi 28 novembre 2018, vernissage à partir de 18h. 5 décembre 2018, l'ACB ouvre les guillemets et présente la présentation du livre à l'école en Algérie des années 1930 à l'indépendance, en présence d'Alice Cherki, Ben Mohamed, qui est là parmi nous, Jacqueline Breno et Ariske Metref. La soirée sera animée par Marie-Joëlle Rupp. La dernière date, c'est le 12 décembre 2018. L'ACB qui organise une rencontre autour d'un livre d'artiste, poème de Ben Mohamed, toujours, qui est là parmi nous, illustré par Slimane Ould Mohamed, et la soirée sera animée par Ariske Metref. Donc je rappelle le thème de la conférence, l'histoire des Berbères, et aujourd'hui c'est la colonisation, les Kabyles et la colonisation française. À vous la parole. Bonsoir. Et je vous remercie d'être venu malgré le froid parce que c'est pas évident. Je vais parler beaucoup de la colonisation française de la Kabylie au XIXe siècle. Je vais parler maintenant de la prise et de la chute de Bougie. Après la capitulation du Taïf Hussein, les tribus se sont repositionnées sur les territoires de la Régence. Chacun a voulu. Donc ainsi, Gaïd est passé sous le contrôle des Mezaya, une tribu locale, une puissante tribu de la région, et de 1830 à 1833, il l'a contrôlée. Il y a eu une vacance de pouvoir, donc il n'y a plus de pouvoir qui est centralisé, donc Gaïd est tombé entre leurs mains. Le maréchal de Beaumont avait essayé d'imposer un certain Mourad aux Bougiotes comme caïd, mais ils n'acceptèrent pas. C'est quelqu'un qui est parti se proposer par lui-même. Il a dit « je veux être caïd, maintenant il y a une place, je veux la prendre ». Ben, ils ne l'ont pas accepté. Un autre homme qui s'appelait Bousta s'est proposé pour le même job. Il voulait être caïd de la ville. Il paraît que ce Bousta était le responsable du port de Bougie. Les Kabyles de la région, ils ont vraiment beaucoup résisté aux incursions en cette début de 1830. Mais Bougie va tomber entre les mains de l'armée française à la fin du mois de septembre 1833. C'est le général Trezel qui arriva par la rade de Gaïd le 22 septembre 1833 à la tête d'une flottille assez importante. Les Kabyles étaient peu armés, moins puissants pour nuire à cette flottille. Le courage ne suffit pas souvent. Il y a eu une guerre de rue en ce septembre 1833, une guerre de rue qui a duré 3 jours. Encore une fois, l'armée était mieux entraînée et mieux armée, et finirent par gagner ce combat-là. Bousta, d'ailleurs, ce Bousta-là va finir par être tué par un soldat français, parce qu'il portait un burnos. Donc il s'est trompé, il lui a tiré dessus, et c'est comme ça que ce prétendu caïd s'est fait descendre. Donc les Kabyles résistèrent comme ils pouvaient, mais le capitaine La Mauricière finit par prendre la Casbah et le fort Moussa. Plusieurs tribus
avaient participé à cette résistance. On parlait de Mesaya, Doucha, Aïtsmaïn, Kbouch, Amzalis, puis j'en oublie. Et c'était une sorte. Ils se sont fédérés pour se battre contre l'avancée de l'armée française. Ils ont perdu quand même beaucoup d'hommes, 200 hommes pour l'époque, c'était quand même beaucoup. Et fin 1833, la ville de Bgaïet était tombée. En mars 1934, l'armée française, par contre, elle n'était pas rentrée à l'intérieur du pays, et donc, parce qu'il y a eu encore une résistance, et l'armée française brûla plusieurs villages à l'intérieur du pays. On parle d'un village qui s'appelle Dar Nassar et Gomara, qui ont été brûlés le 25 avril 1834. Enfin, quand la grande tribu qu'on appelle, qui s'appelle les Mesaya, est totalement éprouvée et battue, les choses étaient devenues beaucoup plus simples pour pénétrer vers l'intérieur du pays. Les Français les Français se sont contentés d'une occupation restreinte de la région jusqu'en 1846. Toutes les tribus n'avaient pas cependant participé à la résistance. Moi j'aime bien mettre les points sur les i parce que la résistance n'était pas cohérente. Certains profitent bien de certaines situations. Certains ont préféré offrir leurs alliances aux Français pour obtenir un monopole de commerce. Le général Eugène Doma parle d'un... Moi, je dis les noms, ce sont dans l'histoire, c'est l'histoire. Et je cite le général Doma, qui dit, il parle d'un certain Saïd Aït Djabbar, chef d'une tribu, qui a bénéficié de tas de privilèges commerciaux en soumettant à l'armée. Donc vous voyez comment les choses, il ne faut pas idéaliser les choses. Un tel comportement n'est pas nouveau malheureusement, il ne sera pas la dernière fois, il ne concerne pas seulement les Kabyles ou les Algériens, c'est un comportement humain, lâcheté comme le courage constitue l'être humain. Il y aura toujours des gens qui privilégieront leurs intérêts personnels et d'autres préféreront le courage, la fierté et l'opposition. Et puis les uns basculent d'un côté comme de l'autre en fonction des circonstances. Voilà. Après donc la chute de Bgaïef, un autre foyer de la résistance de grande ampleur éclata en Kabylie. Cette fois-ci, la Kabylie de Djurdjura. Et cette résistance sera conduite, comme vous le savez peut-être, par un certain Mohamed El-Mjed Ben Abd el-Malek, des shérifs Boubrala. L'homme à la mule. Cet homme souleva les massifs de la Kabylie, des Babour, des Biban et de la Djurdjura, et de la vallée de Souman. Il était originaire de l'ouest algérien, comme le souligne son secrétaire. Il avait un secrétaire qui s'appelle Nordin Aït Abdenoua. Certains disent même qu'il était venu du Maroc. Boubrala s'est installé dans un premier temps, quand il est arrivé, à Sour-Ghazlan, une ville qui est située au sud de Bura. Il a fait le saint homme, le marabout un peu, pendant une certaine période. Et donc il a acquis une certaine notoriété. Et il quitta Sour-Ghazlan sous la pression des forces françaises et leurs tribus alliées. Il trouva refuge chez les Aït Abbas, dans un premier temps. Là, il a commencé à travailler la mobilisation des tribus locales de la Midjana, les incitant à lutter contre le chrétien, à Lomé, qui envahissait la terre sacrée. Il y avait en ce temps-là un certain Mohamed Saïd Ben Sherif, Saïd Ali Ben Ali Sherif, un homme qui se disait marabout. Il vivait à Moussen Étoilé, c'est une localité située au-dessus de Nishidaden. Il vivait retiré dans la jouissance, loin de la jouissance du monde. Il jeûnait, il faisait la prière. Donc il a acquis une certaine notoriété chez les Dènes et dans la région. Il est devenu plus ou moins leur maître spirituel. Mais il avait une autre fonction. Il était un allié de l'armée française. Il a même été décoré pour cette aide. Mohamed
Saïd Ben Ali Chelif est devenu Imam Bachara au service de l'affaire française. Du coup, le premier coup, le premier grand fait d'armes de Boubarla est l'attaque orchestrée contre Mohamed Saïd Ben Ali Chelif Bachara d'Ishladen. Boubarla voulait punir Mohamed, ce marabout d'Ishladen, parce qu'il s'est abstenu et il ne s'est pas rallié à lui dans l'insurrection. Il rasa ses hazib, ses fermes, en fait. Il enleva ses troupeaux. Et ce marabout doit sa vie à l'intervention des gens d'Imoula qui étaient engagés dans l'instruction à côté de Boubarla. Boubarla renouvela à 2 reprises ses attaques contre ce marabout. Il a été écheladé, mais avec l'aide de l'armée française apportée aux religieux d'Échiladen, Boubarla fut défait. Après cette défaite, Boubarla se replia chez les Aït Melikesh, à 40 km environ à l'ouest, pour ceux qui connaissent. Les Aït Melikesh, quand ils sont dans l'autre versant du Djurdjura. Et les Aït Melikesh, c'était quand même une confédération de tribus importante. Ils avaient plusieurs villages. C'est pas rien. C'était des puissants à l'époque. C'est ainsi que le 18 août 1851, en plein été, Boubarla, avec l'aide des Aït Melikesh, il battit un détachement français à Bournay. Il a réussi à les battre. Et entre Aït Melikesh et Bournay, il y a à peu près aujourd'hui 100 km par la route, mais il a dû emprunter probablement la montagne pour raccourcir à peu près, ça faisait 50 km. Puis c'était extrêmement périlleux, vous imaginez, avec les moyens de bord pour aller à travers la montagne et rejoindre Bournay, c'est pas évident. La réplique de l'armée française après cette victoire fut violente et immédiate. Et il y a eu une expédition qui a duré 6 mois dans les montagnes, conduite par un général qui s'appelle Aimable Pélissier. Ben, il ne va pas être très aimable avec les Kabyles, ce général, puisqu'il est Aït Koufi, et ce sont des troupes de Bournay, et les Aït Mendez furent battus, et bien battus, à la limite laminés. Il sera encore moins aimable avec les Aït Mghila et les Aït Nejal. Ça va être dramatique. C'est ce général, pour votre information, Aimable Pélissier, c'est ce général qui était à l'origine des enfumades de la Dalle. Pour ceux qui ne connaissent pas cet triste épisode, c'est la tribu des Ouled Riyah, qui, donc à l'ouest, je vous parlais tout à l'heure, qui avait trouvé refuge dans une grotte et elle fut enfumée. Leur nombre apparemment varie entre 700 et 1200 personnes. Selon les sources, c'est tous tués, mais ces gens-là n'étaient pas forcément tous des guerriers. Il y avait des enfants, il y avait des vieillards, des femmes. Et c'est Pélissier, ce général, qui avait donné l'ordre. D'ailleurs, c'est une affaire qui avait fait beaucoup de bruit en France à l'époque, malgré tout. Donc, après donc Boubarla l'a battu, et il retourne comme d'habitude à sa base chez les Aït Melikesh, mais il était totalement affaibli. Il prit le temps pour reprendre ses forces et tisser d'autres alliances avec les tribus kabyles du Djurdjura et de la Soumane. L'armée française avait déjà commencé à faire un travail de sabre pour casser l'image de Boubarla en mettant l'accent sur ses origines étrangères de la Kabylie. Il réussit malgré tout à fédérer beaucoup de tribus kabyles. En janvier 1852, il avait coupé la route de Vgaït. 1800, pardon. En 1852, il avait coupé la route de Vgaït Toksal. Coupé, totalement, on ne passait plus. Il fallait 3000 soldats français pour ouvrir cette route. Donc, vous imaginez l'importance et la puissance de... Mais les Kabyles, comme je disais, ils résistent, mais ils finissent par être battus. Ils avaient en face d'eux une armée, il ne faut pas oublier, qui a été bien organisée depuis Napoléon Bonaparte. N'oubliez pas qu'il y a à peine 30 ans, cette armée faisait peur à toute l'Europe, avec Napoléon Bonaparte. Il envahissait déjà
la Russie et l'Allemagne en 1813. Donc les Kabyles avaient quand même affaire à une armée hyper organisée et disposant surtout de canons. Donc en 19 juin 52, lors d'un accrochage à Tirek Mahmoud, pas loin de Sortane, pas loin de Tizinet Latin, donc par là, je suis blessé à la tête, mais bon, c'est un fait mineur. Et donc en 1853, la France participait à la guerre de Crimée. Crimée, c'est au sud de l'Ukraine, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et hein? Je disais que c'est d'actualité. Oui, mais il y a des gens qui connaissent pas. Avec des Kabyles dans sa troupe. Oui, je vais y arriver. Cette guerre impliquait la Russie, qui faisait peur à tout le monde à l'époque. Et cette guerre, il y avait une coalition donc, française, anglaise et ottomane contre la Russie. C'est pour ça qu'il y a le métro Crimée. Hein. Boubarla profita de cette affectation des troupes françaises à cette guerre, donc il y avait aussi des troupes françaises, pour relancer l'agitation et prit de plus en plus d'importance. De toutes les façons, les Kabyles étaient d'une manière générale en effervescence. Devant la volonté kabyle de défendre leurs terres et leurs montagnes, le général Rondon, ça vous dit quelque chose, le général Rondon, gouverneur d'Algérie, prépara un plan d'attaque contre la Kabylie. En juin 1854, les opérations commencèrent. Plusieurs milliers de soldats arrivèrent d'Alger sous le commandement du général Camou. C'est pas Tahmou, c'est pas Tahmou. L'autre renfort arriva de Constantine sous le commandement du général MacMahon. Toute cette force se rejoignait sur les abords de l'Ouadis avant d'entamer la remontée. Donc, ils ont reconstitué en énorme armée puissante. Rondon avança vers Tizi Ouzou, et il y a le journal de Toulouse du 17 juin 1864 qui rapporte qu'à côté des Français, il y avait un grand contingent de Kabyles, 3000 selon le journal, venant des tribus d'Aït Flissen, de Mahatra, de Froussen et d'Amraoua. Amraoua, c'était, on l'a vu à travers l'histoire ottomane, c'était encore une tribu marzaine. Le 12 juin 1854, le général Rondon était à la porte d'Aït Yahya. Après avoir laminé les Aïtjin, soutien de Boubrala. Il les avait laminés. Donc, c'était en juin 1954. Rondon tenait absolument à prendre le village d'Aït Yahya. Ce village est une position stratégique permettant de contrôler les mouvements kabyles d'un côté comme de l'autre de la montagne de Djurdjura, et avoir un œil sur les mouvements de Boubrala qui agissaient surtout à partir de la Soumane. Boubrala était dans la résistance face à Rondon et Yahya. Il fut même blessé et renvoyé, évacué sur Aït Mouklèche. Rondon perdit tout de même plusieurs dizaines d'hommes dans cette affaire. On parle de 88 Français morts. Il y a eu quelques centaines de blessés autour. 82 Kabyles morts dans cette affaire. Il y a eu des blessés dans les rangs français. Notre train dit la prise de Aït Yahya ne fut pas facile. Non, c'est plutôt les soldats français qui ont perdu 98 morts, pardonnez-moi. Le 18 juin 1854, il y eut un rassemblement de 2000 Kabyles, décidés à croiser le fer avec le soldat du général MacMahon. La cavalerie et l'artillerie française avaient été surprises par les Kabyles. Il y a eu un lourd combat. Les Français avaient perdu 350 à 400 morts et blessés, beaucoup de blessés. Et beaucoup de blessés chez les Kabyles et de morts. Pendant ce temps-là, les généraux Rondon et Camus bataillaient durement contre les Aït Mouklèche. Il a été raté. Le 19 et 20 juin, Rondon donna l'assaut avec une violence inouïe contre l'important village, parce que, je précise, contre le gros village de Taoulit des Aït Mouklèche, où 3000 Kabyles étaient retranchés. Il brûla le village et les arbres fruitiers et les récoltes. Affamés, les gens, pour les soumettre, étaient techniques vieilles comme le monde.
Donc, tout cela, c'est le 19 et le 20 juin 1854. Donc, le 20 juin a été une journée terrible pour l'armée française. Un colonel a été tué et le maréchal Rondon a failli être tué. C'est un autre général qui a pris la balle à sa place. Donc on est dans une situation, et il y a un monsieur qui s'appelle un archéologue qui se trouvait en Algérie à l'époque, qui disait, il s'appelait Adrien Bergbrugger, qui disait que l'accueil du général à Alger fut froid quand il est reparti. La police dut arracher des affiches où on lisait « Le bâton de maréchal est perdu. La récompense honnête à qui le rapportera l'hôtel de ville. » C'est-à-dire que les gens n'étaient pas contents. On ne voulait pas que Rondon ait son bâton maréchal pour avoir massacré les villages en Haute-Kabylie. Et dans son édition du 30 juin, le Moniteur algérien publia le récit du sac de Taourir d'Aït Mbilad. Il dit pendant 2 heures, 2 compagnies de sapeurs avec leurs outils, aidés de quelques compagnies de tirailleurs du 7e de ligne, procédèrent à la démolition de Taourir. Donc, les faits sont précis. La mosquée du centre-ville tomba en ruine sous l'explosion d'un sac de poudre, alors que la politique de l'armée française était de ne pas toucher au lieu de culte. Donc, le 5 juillet, le même journal, c'est-à-dire le Moniteur, publiait un récit identique sur ce qui s'est passé à Taourir, mais cette fois-ci d'Aït Hejal, qui fut rasé comme son homonyme, d'Aït Mbilad. L'année 1854 fut terrible pour les Kabyles. En peu de temps, les divisions du général Rondon n'ont laissé que désolation et des gens désemparés. Et c'est d'ailleurs l'année de la mort de Boubarla, qui fut tué le 26 décembre 1854 par qui? Par le caïd l'Akhdar Belhadj al-Muqrani, qui lui vouait une haine pas possible. Le caïd poussait même la fierté de lui couper la tête et la remettre aux autorités françaises. La tête, semble-t-il, a été expédiée en France et jusqu'à aujourd'hui, paraît-il, on la demande. Petit truc, Boubarla, à sa mort, il a laissé 2 femmes, 2 veuves. Tassadid d'Aït-Munda, c'est une autre qui s'appelle Yamina, mais on n'a aucune information sur elle. Le Hajj Amar, qui était son compagnon, et au kill de la confrérie d'Abdelrahman Moukbarin, recueilli donc Mohamed Saddour, le fils de Boubarla, et Yamina et ses enfants furent recueillis par Fatma Soumal. Donc là, je rentre tout de suite donc de parler de Fatma Soumal, l'autre pôle de résistance. Avant de déployer un peu sur Fatma Soumal, je vais vous raconter une petite anecdote, hein, mais bon, ça n'a vraiment aucun intérêt, mais ça m'amuse parce que Boubarla voulait se marier avec la passionnariat kabyle, hein, avec Fatma Soumal. Mais il semblerait qu'il aurait même donné de l'argent à Tahar, le frère de Fatma, pour qu'il paye, il rembourse un tout petit peu Siahien et Khalaf, qui était le mari donc, de Fatma. Mais bon, ce mariage-là, comme on le verra, il n'a pas été consommé puisque Fatma n'est pas le genre à s'encombrer d'homme. En 1856, il y a eu donc l'insurrection qui fut conduite par le Hajj Amar, donc ce kill de la confrérie, qui essaya vainement de s'emparer d'un poste à Al-Mizan. Encore une fois, c'était vraiment le sursaut du moribond, la volonté, comme je disais, ne suffit pas tout seul, et le courage. Donc c'est Lala Fatma Soumar qui va prendre le flambeau et de la résistance. Qui est cette femme surnommée la Jeanne d'Arc kabyle par les officiers français, mais en vérité, elle lui ressemble quelque part parce qu'ils étaient toutes les deux un peu illuminés. De son vrai nom, Fatma Sid Ahmed, oui, elle est née à Ojan, qui est sur la route de Ain Hammam. Elle est d'une lignée maraboutique. Sa tribu est liée à l'Azawiya Rahmaniya, souvent, c'est Mohamed Boukmrin. Fatma, elle a été nourrie très tôt par les discours de son père, qui était un homme religieux, et voilà.
elle fait sérieusement embêtée par sa famille pour se marier, mais elle a fini par épouser ce monsieur qui s'appelle Yahya Naïd Khoulaf, qui était lui-même marabout. Vous savez, on se marie avec les marabouts quand on est marabout. Le soir de la noce, elle refusait de se donner à lui. Et après plusieurs jours, elle a été renvoyée dans sa famille. Donc, au retour, on ne lui avait pas fait de cadeau dans le village. Hein. Elle était comme une pestiférée. Mais c'est quelque part ce qu'elle cherchait, parce que on lui foutait la paix, mais on l'a traité comme quand même quelqu'un qui était habité par des forces extra-humaines. Mais pendant ce temps-là, elle avait profité de cette situation pour aller découvrir les montagnes, les reliefs. Elle a bien connu, donc elle connaissait bien la Kabylie. Et puis à un moment donné, elle a décidé de rejoindre son frère pour travailler un peu avec lui à la Zawiya, aider son frère Tahar qui enseignait le Coran et apprenait à lire l'arabe aux enfants. Rapidement, elle a eu la maîtrise de la langue, du Coran et des faits religieux, et son aura grandissait, et les gens la sollicitaient de plus en plus pour sa sagesse et son talent. Et puis un jour, elle a convoqué sur la place du village l'assemblée, et elle leur a dit « Chaque nuit, je vois des hordes farouches qui viennent nous asservir, nous devons nous préparer à la guerre. » Et là, l'Assemblée l'a prise immédiatement au sérieux, et on l'a chargé de constituer, de diriger l'Imsiblin, vous connaissez, les volontaires pour aller à la guerre, dire la confiance que la tribu lui accordait. Et elle rentra immédiatement à 19 ans, elle a participé à côté d'un certain Mohamedou Hachmi, enfin encore un jeune homme qui se disait shérif lui aussi, et il semblerait qu'il aurait participé à l'insurrection de Boumazin, mais c'est pas grave, c'est pas un fait important. Le premier fait d'armes de Fatma Nsouma est la victoire remportée sur les forces françaises au début de juillet 1854 à Tachkent. Boubarla avait pris part à cette victoire. Elle avait 24 ans. Elle a montré ses dispositions de guerrière. Elle avait placé à cet endroit précis, elle avait rassemblé un groupe de femmes qui se tenaient debout sur la crête, proche de la bataille, et en avant. Ça a déboussolé totalement l'adversaire français. Étrangement, cette bataille me rappelle la bataille de Louad Néné, ou la bataille des chameaux, c'était en 698, et qui était derrière, c'était le Kaïna. Kaïna avait battu le général Oumayyad Hassan ibn Nu'man dans les mêmes circonstances, des circonstances plus ou moins similaires. Après cette victoire, les tribus de haute montagne sont restés indépendants, donc moins embêtés. Fatma fut célébrée dans toutes les mosquées. Le plus étrange dans tout cela, c'est que les Kabyles se rendaient bien compte que les armées françaises étaient plus fortes. Mais par moments, on se bat non pas pour vaincre, mais forcément, mais pour se sentir libre. Le général Randon, pas très content de la défaite, et demanda le cessez-le-feu, qui fut accepté par Fatma. Mais la situation va se dégrader énormément à partir de 1857. Le 19 juin 1857, c'est une date très importante, le général Randon prend le commandement des troupes depuis l'ancien Borge de Tizi Ouzou. Ces troupes sont composées de 4 divisions. Peut-être que vous connaissez, mais je voudrais les rappeler. De 37 000 hommes. C'est énorme. Dans ce nombre, il y avait un escadron de 10 000 hommes, constitué d'indigènes, recrutés un peu partout en Algérie. C'est tout de même pas mal. Ils étaient recrutés moyennant salaire, c'est une solde. Que voulez-vous, c'est la solde de Dieu aux militaires. Ça a toujours été ainsi dans l'histoire. On a vu ça à l'Antiquité. Hein. Les gens partaient guerroyer pour une solde. Il ne faut pas s'offusquer, c'est juste une réalité. Ces troupes ont pour mission de prendre les territoires de Haïti-Ratin. Haïti-Karma, donc Erjen, Haïti-Smar, Haïti-Malou, et j'en oublie. Randon considérait qu'une fois que les Haïti-Ratin battus, le reste tombera. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais il avait raison en grande partie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une densité
la Kabylie était la région la plus importante en termes de densité. En Kabylie, on avait une densité qui dépassait les 247 habitants par kilomètre carré, alors qu'elle était ailleurs en Algérie, l'équivalent de 70 habitants par kilomètre carré. C'est quand même très peu. Donc la densité était très importante. Ils savaient que dans les villages c'était la résistance allait être là. Randon considérait qu'une fois il a été abattu, donc il allait gagner la guerre. Les généraux importants à côté de Randon, c'est le général MacMahon, Renaud et le général Youssef. Le général Youssef son vrai nom c'est Joseph Valentini. C'est un enfant corse qui a été élevé par la sœur de Napoléon Bonaparte, Pauline Bonaparte, et qui a été kidnappé en 1812-1813 et qui a grandi dans le sérail ottoman à Alger et qui est devenu un soldat ottoman. Et quand l'armée française est arrivée, naturellement, il a couru et de Beaumont l'incorpora comme interprète rapidement et il devint capitaine. Donc, le 23 mai 1857, après 3 jours de pluie, le soleil réapparu. C'est noté, ça, c'est dans les notes. Randon donna l'assaut contre les montagnes kabyles. La première rencontre entre l'armée française et les Kabyles se fera sur la place de Sokh d'Alba. 4500 hommes armés d'Elaten les attendaient, aidés par d'autres tribus venues des 4 coins des montagnes. Le lendemain, le 24 mai, les divisions des généraux MacMahon et Youssef ont pris la direction des crêtes d'Akerma. L'armée française devait donc affronter les ravins et les récifs, et c'était pas évident avec les mules et tout ça, les canons, les machins. Donc ce jour-là, il y a eu un premier accrochage qui n'a pas empêché les divisions de MacMahon et de Youssef d'atteindre Tegmount, Sotlhad et Bachiran. Sur l'autre front, du 25 mai 1857, les tribus d'Afenso et de Bouharfan résistèrent sur le vaillamment, mais bon. Les Maatra, cette tribu, alliée à l'armée des Français, se chargea du sale boulot. Je ne sais pas s'il faut le dire, mais je dois le dire parce que j'ai trouvé ça dans les notes, dans l'histoire. Se chargea du sale boulot, c'était de brûler le village d'Aït Mahmoud. Les Aïdjinnal, de leur côté, ont fait pareil avec le village des Flaoussen. Des informations tirées d'une publication éditée par le Centre historique sur l'Algérie, Club Kabyle. Les Kabyles alliés des Français avaient souvent le couteau sous la gorge, il faut l'oublier. Je vais essayer de trouver des circonstances atténuantes. Il s'agissait sinon, du côté français, sinon leur village, on prenait. Ce 25 mai, devant les pertes et la volonté de Randon de les mettre à genoux, les Haïtélaten demandèrent une trêve, un cessez-le-feu. Rappelons que les Kabyles avaient perdu au moins de 3 jours 400 hommes, et dont le corps expéditionnaire 67, en grande partie des Zouaves, envoyés en première ligne. Le 28 mai 1957, les Haïtélaten et leurs alliés envoyèrent leur Amin, en représentant du village. Ils furent reçus par Randon, ils remirent leurs armes et se sont soumis aux forces françaises. Encore 5-10 minutes. Les conditions de réédition furent lourdes en termes de financement. Randon choisit Sokh-l'Arba pour son emplacement. Il est construit un fort qui prendra le nom de Fort National, puis un fort de l'Empereur qui deviendra Fort National, et après l'Arba. Les Haïtélaten battus, la résistance n'est pas pour autant finie. En juin 57, le 23, il y a eu la bataille des Sheridan, village situé à 3 km environ à l'est de l'Alba, connu pour la ville des cerises, je ne sais pas si vous savez. 5000 combattants kabyles s'étaient retranchés, ils ont fortifié leur village. Ils résistèrent à l'attaque de la division MacMahon. Le 24 juin, malgré l'artillerie française qui pionnait leur position, ils résistèrent, ils ne bougeaient pas. Mais MacMahon décida de contourner par le village d'Aboudid, d'Haïtélaten, mais là, ça n'a pas marché, ils n'ont pas pu, ils étaient pris en étau, et il y avait une affreuse défaite, beaucoup de morts chez les Kabyles. Le corps expéditionnaire français a quand même perdu pas mal d'hommes, on parle de 400. Le général MacMahon a été blessé, des officiers français ayant perdu la vie.
terrible coup sur le chou-fleur des Kabyles. Leur morale n'était pas seulement dans les chaussettes, mais dans la mélasse. Les hamines des villages demandèrent la main pour éviter la catastrophe à leur village. Et elle était où, Fatma Nsouma, parce qu'on a parlé? Elle se battait dans les villages de Tirourda. Le village situé en hauteur. Mais bon, le 11 juillet 1857, pour faire vite, elle fut arrêtée, erronée du sort par le général Youssef. Elle fut emprisonnée à Tablat, où il meurt, en 1863. Le 15 juillet, le général Rondon déclara la fin des combats. Il reçut son bâton de maréchal. Mais je voudrais appuyer les conséquences de cette défaite énorme sur le plan de l'organisation sociale des Kabyles, sur le système traditionnel de représentativité. Elle fait énorme. Le représentant des villages désigné jadis par l'accord des membres de l'Assemblée était élu désormais. Et ça, c'est énorme comme changement. C'est un fait important qui a perturbé profondément la société kabyle. Certains officiers ont pioché dans l'histoire pour marquer une certaine spécificité kabyle en Algérie. C'est une façon à eux de dire qu'il était facile, en appliquant une certaine politique, de réussir une implantation française rapide dans ces montagnes. Si cette particularité kabyle est une réalité, ces officiers kabylophiles ont poussé et exagéré les traits dans la description des Kabyles. Ils n'ont pas pris en considération plus de 14 siècles de pénétration profonde de l'islam. Les Kabyles tenaient beaucoup à leur mosquée, au milieu du village. Il faut préciser que certaines personnes, que les Français n'ont pas créé la Kabylie. La Kabylie existait déjà. Elle existait, les Berbères ont toujours revendiqué leur spécificité malgré les avatars de l'histoire. Les choses vont changer à partir de septembre 1870. Pourquoi? Parce que le Second Empire va chuter. Il y aura d'énormes changements en Algérie. Le 4 septembre 70, avec lui, la politique française mise en place en Algérie va changer. L'avènement de la Troisième République va énormément changer les choses. Les militaires vont se retirer de la gestion des affaires de l'Algérie. Les civils et les politiques prennent les choses en main. C'est ce qu'on appelle le régime civil. Adolphe Isaac Crémieux, qui était le ministre de la Justice, avait signé à l'époque plusieurs décrets instituant ce changement. Avec le régime civil, l'Algérie est assimilée à la France. Son territoire a été partagé en 3 départements, Alger, Oran, Constantine. Dans chaque département, un conseil général doit être élu, divisé en arrondissements. Les maires élus et conseillers aussi. Les autochtones musulmans ne votaient pas dans cette nouvelle donne. L'institution militaire des bureaux arabes sont passés sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que je voulais préciser auparavant. Le gouverneur général dirige toute l'administration. Les finances sont réglées par la même loi générale qu'en France. C'est important ce que je dis là. Et puis l'Assemblée des tribus, et plus par l'Assemblée des tribus, ou par le Bachara. Les choses ont changé. Désormais, le Bachara et le Caïd étaient au lieu d'être le Bachara et le Caïd, au lieu d'être contrôlés par l'Assemblée des tribus, dans la collecte des impôts, passent sous le contrôle des conseillers municipaux, qui représentaient les intérêts des colons. Et puis l'introduction de jurys d'assises, plus de magistrats professionnels, que des magistrats professionnels. Ces jurys d'assises sont issus des colons. La justice sera à leur faveur. Les autochtones se sentaient menacés dans leurs terres. Le ministre Crémieux, bon, c'est une anecdote, il était de confession israélite, comme on disait à l'époque, signa le décret en octobre 1978 donnant la nationalité aux Juifs, leur permettant de s'extirper du statut islamique de dhimmi. En un mot, la situation était explosive. Donc la révolte de Cheikh Mohamed el-Moqallani, qui avait suscité en 1853, qui avait succédé en 1853 à son père Ahmed, qui avait le titre de khalifa. D'ailleurs, Ahmed, son père, est mort à Paris lors d'une visite à Napoléon III. Il y a des tableaux. Hein. Du Bachara de Medjana, Mohamed est devenu simple caïd, sous l'autorité d'un officier. Charles-André Julien écrit que les mesures les plus vexatoires se sont succédées et touchaient profondément le Mokhané. Prévention de ressources fiscales, imposition de taxes inusitées, remplacement des préposés de Oukil par des cahiers des déchires dépendant du commandement supérieur, enfin confiscation d'environ 5000 hectares de terres affectées à la commune de Bourgeois-les-Riches. Il subit ainsi des vexations personnelles, ça c'était avant, il était blâmé en public par un général pour avoir émis des réserves sur l'internement des Bouakas.
Bon, en 1862, la Troisième République, il devient le subordonné d'un capitaine au lieu d'un colonel. Donc, il y a eu en plus, il y a eu une histoire d'1 million de francs prêtés au général MacMahon pour résoudre les problèmes de la famine en 1866 en Algérie. Il semblerait qu'il y a eu une énorme famine, des sécheresses, des hivers rigoureux et une épidémie de choléra et un séisme. On parle de 10% de la population kabyle qui serait morte. Un chiffre donné par Michel Zancarini dans son livre « Les luttes et les rêves ». 10% de la Kabylie qui est morte, c'est énorme. Quand il demanda ses sous en 1861, le général Ogero, alors chef d'état-major, lui a répondu « Maintenant, ce sont les civils qui gouvernent l'Algérie, nous ne pouvons rien. » Trop, c'est trop. Mokhani présente sa démission en mars 1871, mais les militaires lui répondent que le gouvernement civil a les compétences pour en statuer. Il écrit une lettre à un capitaine qui s'appelle Olivier, et lui dit « Vous connaissez la cause qui m'éloigne de vous, je ne puis que vous répéter que vous savez déjà, je ne peux pas être l'agent du commandement civil, je m'apprête à vous combattre, que chacun aujourd'hui prenne son fusil. » Donc, le 16 mars 1871, El-Mokrani lance 6000 hommes à la suite de Bojbariric. Le même jour, Cheikh Al-Haddad, chef de la confrérie de Rahmaniya, proclama la guerre sainte. 150 000 Kabyles se soulèvent le 14 se soulèvent le 14 avril, ils prennent Palestro. Les insurgés même avancent de Palestro avancent vers Alger. Ils furent arrêtés à l'Alma, à Boudouab, le 22 avril 1871. Le 5 mai 1971, Mohamed Mokrani meurt au combat. Donc, je vais vite. Les conséquences de cette révolte furent terribles. La Kabylie se voit infliger une amende de 36 millions de francs. 450 000 hectares de terre sont confisqués et distribués aux nouveaux colons. La répression et les confiscations ont ensuite obligé de nombreux Kabyles à s'expatrier, déjà à l'époque. Après cette insurrection désordonnée et sans coordination réelle, c'était plus une réaction de fierté. La Kabylie va s'appauvrir énormément et son tissu social va se briser. On installa, comme d'ailleurs partout en Algérie, le code de l'indigénat et la politique d'assimilation voulue par la Troisième République qui donna aux administratifs des pouvoirs répressifs accrus. Ce code a fait de tous les Algériens des sujets français, mais pas de citoyens. Je ne suis pas certain qu'à l'époque, les gens auraient voulu massivement la nationalité française parce qu'elle signifiait le changement de religion. Certaines familles ont quand même eu la nationalité. La justice de la République française s'est substituée au droit coutumier sur le plan pénal et surtout la modification qui arrivera dans la gestion de la propriété terrienne et sa transmission. Et ça, c'est catastrophique. En Kabylie plus qu'ailleurs, la famille indivise était le moteur du droit coutumier, concernant surtout dans les exemples de transmission de terre. L'introduction du droit positif dans la gestion de la terre, incompatible avec le droit coutumier. Ceci a bouleversé le fondement de la société kabyle. Si vous cherchez les méfaits de la colonisation française sur la société, c'est à ce niveau-là qu'il faut les chercher. Alors la religion musulmane se retrouve encadrée. Les autorités coloniales mettent en place en Kabylie en s'appuyant sur l'idée que cette partie de la population est plus facilement assimilable que la population arabophone. Je commence par citer la volonté de Monseigneur Lavigerie, qui avait une volonté naïve de christianiser toute la Kabylie, car il trouvait qu'il y avait un terreau, une disposition naturelle à retrouver le christianisme. Pour lui, les Kabyles allaient retrouver leur ancienne religion, il va désenchanter, il aura quelques réussites. Lavigerie a lancé en 1873 un plan d'ouverture d'écoles en Kabylie. La première école fut ouverte en 1873 à Tegmontaz. Les premiers élèves furent des enfants d'un notable. Ahmed El-Hajj, le marabout, le shir, qui met ses enfants, puis c'est Abdallah, l'ami du village, etc. La même année, en 1873, fut créée l'école des Pères Blancs aux Ouadiyas et à Bourg-Gemnaël. Bounouh, Diaït Naïn, Adel al-Mizan en 1970, et puis il y en a d'autres. Le monde tout le monde n'allait pas à l'école, certains même la boycottaient. On créa par contre des internats, surtout pour accueillir les orphelins.
on constatera que les conversions furent fortes chez les enfants orphelins, conversion vers le christianisme chez les enfants orphelins. L'école de la République est arrivée, elle a posé les mêmes problèmes qu'en France. Cette défaite, comme je l'ai dit, a appauvri énormément les Kabyles. Et il y a eu beaucoup de départs vers la France, des immigrations. On parle de 4000 à 5000 Kabyles à la fin du 19e siècle. Vous savez que les Kabyles sont arrivés à Marseille pour travailler dans les savonneries de Marseille. Et on parle de la fameuse... on les a fait amener pour briser la grève des Italiens. Ils ont remplacé les Italiens, et il y a eu des bagarres de rue entre les Italiens et les Kabyles. Les uns reprochaient d'être des briseurs. Et puis, on a amené beaucoup de Kabyles qui ont travaillé dans les sucreries Begensey dans le 13e, à la fin du 19e siècle. Hein. Et ils venaient précisément de Mekla, les Kabyles de Begensey. Et il y a eu des départs donc, vers le territoire du Maghreb. Il y a beaucoup de gens qui sont allés en Tunisie, beaucoup de gens qui... voilà. Et puis la colonisation a finalement créé un rapprochement des Kabyles et des autres populations algériennes en même temps. Car la France venait de créer un espace d'illimité géographique qui s'appelle l'Algérie. Ce sentiment national apparaît chez les Kabyles et ont été les éléments clés, sinon les fondateurs du nationalisme algérien en 1925. Selon Benjamin Stora, on peut citer Amr Imash, il vient de la tribu d'Aït Mesbah, de Bni Douala. On peut citer Rajab Belkacem, un enfant de l'Alba. Des pionniers du nationalisme, il y a eu un grand engagement des Kabyles dans le nationalisme algérien. Un nationalisme de rupture, pas de compromis, comme le suggère Benjamin Stora. Ils ont placé à leur tête, c'est qui est surprenant, ils ont placé à leur tête, mais c'est assez surprenant. Pourquoi? La crise berbériste de 1948 est née avec la volonté des Kabyles de donner une définition à la nation algérienne et de l'identité d'Algérie. Dans leur lutte contre le colonialisme, peuple, une seule langue, une seule religion. Plusieurs militants kabyles furent exclus. Karim Belkacem fut de ceux qui n'ont pas apprécié ce dérive, bien sûr. On a refermé ainsi les débats sur la définition de la nation algérienne. La guerre d'Algérie arriva. Les Kabyles déterminés comme Aban Ramdan, Karim Belkacem, Amirouche et Hussein se sont engagés pour libérer l'Algérie. Sauf Aït Ahmed. Les trois autres seront assassinés. On peut légitimement se poser la question. Pourquoi? Le printemps berbère, 1980, la question de l'identité est posée avec une grande acuité. Les mêmes revendications se poursuivent. Et il est temps que l'Algérie, pouvoir et peuple, comprennent qu'il y a un fait berbère, car la situation est claire. Quelle maladresse de vouloir effacer l'identité des Kabyles et l'identité de toutes les autres régions d'ailleurs. Est-ce bien utile? Il est vraiment venu le temps de comprendre qu'il faut dépasser cette volonté monolithiste ambiante en Algérie. Comprendre qu'il est temps de desserrer l'étau sur la culture berbère en Algérie et permettre aux Kabyles de se construire afin d'effacer les frustrations historiques de la volonté qui voulait les assimiler dans l'idéologie d'un État arabe en Algérie. Les Kabyles se découvrent de plus en plus forts. Jamais, plus que jamais. Les frustrations des années 80-90 sont plus que jamais des blessures profondes. À l'image des Landers, il est même temps que l'Algérie se reconstruise sur de nouvelles bases, afin de sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve. Une autonomie des régions ne sera pas nuisible, mais une bénédiction. À l'image des Landers allemands, chacun a son autonomie budgétaire, politique, économique, sociale et culturelle. Des responsables élus régionalement, la responsabilité sera ainsi plus circonscrite, donc plus contrôlable. C'est un projet pour l'Algérie, à mon avis, il faut le faire. En plus, on voit l'impasse dans laquelle se trouve l'Algérie aujourd'hui. Telle qu'elle est construite, l'organisation structurelle politique n'a pas apporté la réussite attendue, espérée depuis l'indépendance. Tout est faisable dans cette Algérie en panne d'imagination de réforme. Il faut juste comprendre la nécessité et l'importance de le faire, avoir la volonté de le faire, dépasser les idéologies en qui le sont et aller de l'avant. L'Algérie, dans une impasse politique, et manque de vision politique à longue échéance, la gestion centralisée n'a pas fonctionné pour cette nouvelle Algérie
des régions autonomes qu'il est possible de construire. Celui qui se sent arabe, rien à dire, mais celui qui se sent kabyle, il doit le sentir pleinement, avec toutes les dispositifs nécessaires. Or, les revendications kabyle ne doivent pas être en permanence assimilées à une manipulation historique des Français qui auraient créé le mythe kabyle. Il y a une frange de la population algérienne qui, à bout d'arguments et d'incompréhension du fait kabyle, ressortent se prêt à penser facile, mâché et préparé par une idéologie stérile et peu porteuse d'avenir. Cela doit cesser. Les Kabyles ont été les avant-gardistes dans la création du nationalisme algérien. Ils se sont battus contre la colonisation d'une façon pleine et plus que les autres. Je vais conclure, je vais vous dire juste une chose. On m'a posé une question. Je voudrais conclure en répondant à une question qui m'a été posée. Un camarade algérien, un non-berbérophone, un non-kabylophone, m'a demandé qu'il y a finalement, quelle différence y a-t-il entre un Algérien kabyle et un non-kabyle, en dehors de la langue? Il voulait me dire qu'on est tous pareils. Oui, en effet, en dehors de la langue, tout laisse croire qu'il n'y a pas de différence. Ce camarade peut en effet apprendre le kabyle en l'étudiant, mais il n'y a pas que la langue qui différencie les uns et les autres. Il y a plein d'autres éléments, et éléments majeurs. Les Kabyles ont un système de référence lié à un imaginaire alimenté par une histoire propre qui plonge ses racines dans le terreau propre à cette région. Il est évident que les Kabyles ne s'identifient pas à un ancêtre venu d'Arabie ou du Yémen, et ça c'est important. Chez les non-berbérophones, ils ont intégré dans leur imaginaire une appartenance forte à autre chose, à un élément arabe, ailleurs, un ailleurs. Donc leur lien avec l'histoire arabe est plus fort. Et c'est d'Occident comme arabe. Donc la différence vient du lien quand les uns et les autres résident dans la référence historique. Ou l'imaginaire culturel qui définit leur personnalité et identité. Un imaginaire culturel, c'est quoi? C'est un feedback. Il s'alimente du présent et il l'enrichit. Et il s'est enrichi du passé et continue à alimenter le présent. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'imaginaire. Donc il y a une grosse différence d'imaginaire. Le contenu de l'imaginaire diffère chez les uns et chez les autres. Et c'est ça qui fait la différence. Donc un lien à l'histoire. Donc la référence à l'imaginaire culturel constitue d'un certain lien avec le passé qui fait la différence. Et c'est ce qui fait l'identité qui différencie les uns des autres et qui engendre l'incompréhension chez les non-berbérophones. Parce que ce lien leur est invisible. Ils ne le comprennent pas. En dehors de cela, vivre ensemble est une nécessité sur laquelle il est difficile de revenir, mais dans une attitude constructive qui doit préserver le culture kabyle. Et cela est une richesse pour tout le monde. Et j'aurais fini. Merci Omar, merci à l'assistance. C'est un peu lent, mais voilà, on est obligé de faire comme ça. Surtout, on n'a pas laissé beaucoup de temps pour l'assistance, pour le débat et pour les questions. Moi, je voudrais savoir si tu ne penses pas qu'il est temps de passer de l'histoire événementielle, l'histoire idéologisée, à une histoire plus analytique. Je pose cette question quand tu dis, par exemple, je ne sais pas pourquoi Msali a été choisi par les Kabyles pour le mettre à leur tête. Ben, il suffisait d'analyser un peu l'époque, de savoir que ceux qui avaient créé l'étoile nord-africaine étaient des Kabyles. Et quand ils créent étoile nord-africaine, ils se regardent autour d'une table et ils voient qu'ils ne sont que des Kabyles. Ils se sont dit, il nous faut quand même quelqu'un d'autre. Et ils sont allés, eh bien oui, ils sont allés le chercher dans le milieu progressiste. Bien vu. Msali qui était à la CGT. À la CGT, oui. Donc quelqu'un qui, normalement, devait être proche de leurs idées, parce qu'eux-mêmes ont été formés dans un foyer communisant, etc. Bien vu. Voilà. Oui, Oui. Ça paraît une explication totalement plausible. Oui. Alors, autre chose.
Au départ, tu avais parlé de l'islam, comme quoi, bon, il ne faut pas qu'elle soit la base de la lutte comme on le présente maintenant. Alors, il y a un truc important que jusqu'à présent, aucun historien n'a abordé. C'est pourtant une chose qui est frappante. Quand on lit les textes des officiers de l'armée française qui avaient fait la conquête, dans tous les textes, il y a en arrière-fond l'idée que c'est un pays chrétien qui vient conquérir un pays arabo-musulman. Ça, c'était clair. Mais... Surtout chez Napoléon III. Chez tous. Mais quand ils sont arrivés, ils se sont installés, ils ont commencé à connaître, à découvrir la population, ils ont découvert qu'ils n'étaient pas si arabo-musulmans que ça. Et ce n'est pas par hasard que les premiers qui ont commencé à s'intéresser à la culture berbère, c'était des officiers de l'armée. Monsieur Anoto, c'était avant tout un officier de l'armée. Le père de Foucault, c'était un officier de l'armée. Ça, c'est pour les Touaregs. Pour comment on appelle ça, les Aurès, Massé, c'était aussi oui, c'était aussi un officier de l'armée. Donc, les officiers de l'armée ont commencé à s'intéresser à la culture berbère. Mais la réaction du patriote kabyle, c'est de se dire, à partir du moment où l'ennemi s'intéresse à ma culture, eh ben, je préfère me couper de lui en assumant cette étiquette d'arabo-islamique qu'il combat. C'est pour se mettre dans la position de... rester dans la position d'ennemi. Au point où, à l'époque, des gens comme Boulifa étaient mal vus par les Kabyles. Ah bah oui. Ils étaient considérés comme alliés des Français. Ah oui, bien sûr. Oui, mais c'est des choses qu'il faut expliquer, et ça, c'est en faisant de l'histoire analytique. Ah oui. C'est pas de l'histoire événementielle comme ça, les dates, les généraux, les ceci, les cela. C'est pas... on a besoin de quelque chose de Oui, profond maintenant. tout à fait, je peux faire ça, je le ferai dans la prochaine fois. Seulement, ce sont des éléments que les gens ne connaissent pas. Vous il faut les faire connaître. Vous êtes historien, Ouais. c'est votre rôle de les faire C'est pour ça connaître. que je reste au niveau de l'événement pour l'instant. Si on peut faire l'événement, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est ce que je donne des éléments d'histoire, moi. Je suis là pour donner, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. On peut rentrer dans l'analyse, et je le ferai, il y aura une conférence bientôt, je vais étudier justement l'histoire, histoire, identité et territoire. Et ça va être le Mais cas. ça, c'est un reproche qu'il ne voudrait pas adresser à vous. Oui, oui, oui. J'ai vu tous les historiens algériens qu'on a maintenant. Il y a très très peu, on a, je ne sais pas, ça peut se compter sur le bout des doigts d'une main, ceux qui font de l'histoire analytique. Oui, Ils sont tous dans l'événementiel, parce que l'histoire événementielle est plus facile. Mais on peut le faire, mais j'avais plus la volonté de présenter l'histoire au Kabyles, telle qu'elle était. Après, on pourra faire l'analyse. Oui. Merci. Merci à tous. On peut continuer le débat, les commentaires autour d'une relation. Voilà, merci beaucoup.